elle sera là. Ok, d'accord. Bien, בכבוד. je vais parler, à peu près 20 minutes, 25 minutes. Je vais parler des différentes formes de résistance juive. Il y a une chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un peuple qui s'est autant battu comme le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un demi-million de juifs dans l'armée rouge, il y a un demi-million de juifs dans l'armée américaine. 20% de la résistance française, ce sont des juifs, bien qu'il n'y ait eu que 1% de juifs en France. C'est-à-dire qu'au point de vue des mouvements de résistance et des combattants juifs, ils étaient extrêmement, extrêmement nombreux. Encore un mot d'introduction. Il y a 60 000 personnes qui se sont battues pendant la guerre d'indépendance d'Israël, 60 combattants en première ligne, ce qu'on appelle Kravi, combattants. Sur les 60 000 combattants de la guerre d'indépendance, d'après le professeur Hannah Jablonka, 40 000 étaient des rescapés de la Shoah, qui venaient de différents mouvements de résistance russes, ils parlaient français, et des gens qui ont libéré Alger, par exemple, où il y a eu beaucoup de mouvements de résistance qui se sont ensuite battus pour la guerre d'indépendance. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que les Juifs se sont battus. Et un des exemples qu'on a, bien sûr, c'est les groupes de combat dans les forêts d'Ukraine qui sont les plus connus, ou de Lituanie, comme Abba Kovner, qui ensuite est monté en Israël et qui est servi dans le Sahel, et bien sûr des groupes de combat comme les frères Bielsi qu'on a vus au cinéma, ou d'autres groupes. Mais pour bien comprendre les résistances juives, alors j'espère que ça va monter la Matseget, parce que pour bien comprendre la résistance juive, il faut bien comprendre une chose incroyable. C'est l'importance des mouvements de jeunesse dans les organisations de résistance juive. Les mouvements de jeunesse ont joué un rôle extraordinaire. Les mouvements de jeunesse sont nés dans les années 1910 et en 1920, et les Juifs se sont jetés vraiment sur l'idée des mouvements de jeunesse comme une idée géniale. Donc, dans toute l'Europe, de la Pologne jusqu'à la France, en passant par la Belgique, l'Allemagne, bien sûr d'autres pays, les mouvements de jeunesse juifs étaient extrêmement, extrêmement importants, notamment en France, les mouvements sionistes, et un des mouvements qui a joué un très grand rôle dans la résistance en France, qui sont les éclaireuses et éclaireuses israélites de France, qui vont jouer un rôle essentiel, voilà, dans la résistance. La photo que vous voyez là, la première photo était au milieu, il y a, je vais montrer avec les flèches, ça c'est Abba Kovner. Abba Kovner va être résistant dans les forêts de Rudniki à côté de Vilna, mais la première résistance, et c'est très intéressant, à Vilna, c'est que les gens des mouvements de jeunesse ont sauvé la plus grande bibliothèque juive, la bibliothèque Strachun, une des plus grandes bibliothèques du rabbin Strachun en Europe, rue Strachun, le nom du rabbin Strachun qui possédait cette bibliothèque, qui était extraordinaire. Et il y avait même une brigade résistante qu'on appelait la brigade de papier. Les nazis piquaient tous les bouquins des juifs et on demandait à un groupe de juifs de classer les livres par importance, et ils ont réussi à cacher une grande partie des livres. Les nazis ont commencé par brûler les livres. La première résistance faite par les mouvements de jeunesse à Vilna, c'est de sauver des livres. Maintenant, regardez les mouvements de jeunesse, la deuxième photo. Alors, les mouvements de jeunesse se sont répandus dans toute l'Europe. Là, en bas, c'est à la maison de Colville. C'est les éclaireurs et éclaireuses israélites dans la fin des années 20. Alors, il y a une des jeunes filles, une des madrichot, une des monitrices que j'adore, c'est ma maman. Ma mère était monitrice au ZEI dans les années 1928, 29, 30 à peu près.
Et là, à côté d'elle, il y a une dame qui va faire son alia. Ma mère aussi va monter en Israël, la Palestine britannique à ce moment-là en 1936. Ma mère va rejoindre l'armée britannique pour se battre contre les nazis en Afrique du Nord. Et la dame qui est là à côté de ma maman, c'est une dame qui s'appelle Lou Kadar, qui était la chef de camp, qui est devenue la secrétaire particulière de Golda Meir. Mais il faut bien comprendre que les Juifs étaient hyper organisés, des mouvements de jeunesse vraiment super répandus. La photo d'après montre également une organisation juive extrêmement grande qui va jouer un grand rôle. C'est l'OSE, l'œuvre des secours aux enfants, dont le président d'honneur était un homme qui n'est pas très bien connu, c'est Albert Einstein. Voilà. L'OSE est créé à Saint-Pétersbourg en 1912. Ils sont passés ensuite à Berlin et quand a commencé l'hitlérisme, ils sont passés en France. Et l'OSE avait beaucoup de maisons, des maisons d'enfants de l'OSE qui vont jouer un rôle très prépondérant dans la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le sauvetage des enfants. Alors regardez, quel est le premier but de la résistance? Sauver des livres. Le deuxième but, on va continuer avec la photo d'après, c'est de s'occuper des enfants, continuer l'éducation, d'être un homme, d'être un bon juif, l'éducation juive, les fêtes juives. Ça, c'est deux photos du ghetto de Varsovie. Les gosses sont malheureux. Par exemple, là, à droite, il y a un gosse qui tient son petit frère et il fait la manche, enfin, il fait la quête pour avoir des sous pour pouvoir nourrir son petit frère. Il est devenu, à l'âge de 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, le petit papa de son petit frère. Et les enfants étaient complètement perdus. Et la deuxième résistance après sauver les livres, c'est sauver l'éducation et l'esprit juif. Sauver le judaïsme, et c'est d'abord sauver la jeunesse, l'esprit de la jeunesse, l'état physique et mental de la jeunesse. Donc, regardez la photo d'après. On va s'occuper. Il y a une petite fille dans le ghetto de Lodz qui va écrire une phrase terrible. On oblige les enfants à écrire des journaux pour qu'ils puissent sortir qu'est-ce qui est dans leur cœur. Et elle écrit comme ça: je déteste ma sœur, nous disputons sans arrêt. Dès que papa s'en va, je mange tout le pain que maman nous a laissé pour toute la journée. Il y avait à peu près 184 calories par jour, c'est rien. Je suis devenu une égoïste, je suis une égoïste. Personne ne me montre le chemin. Dieu, aide-moi à redevenir une fille bien. C'est-à-dire que les gens voient que tout s'écroule, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de valeur humaine, il n'y a plus de valeur juive. Une des plus grandes résistances juives va être l'éducation et de garder l'esprit juif et l'esprit humain. On continue. Alors, en France, par exemple, cet homme est très, très connu, Robert Gamzon, et les éducateurs des EI, la première chose qu'ils vont faire, c'est de construire à Moissac, dans une des maisons dans le sud de la France qui était encore en zone libre, pas encore occupée par les nazis, où il y avait plus de possibilités. Il va faire un camp de formation de professeurs avec Neher et d'autres gens pour enseigner le judaïsme. Il y a plein de profs qui ont été virés de l'enseignement public français parce qu'ils sont juifs. Ils ne connaissent pas grand-chose au judaïsme, mais ils sont profs. Alors, on va former une nouvelle génération de profs en les formant dans les valeurs du judaïsme, de la Torah, de l'histoire juive. Et Robert Gamzon, un des premiers actes qu'il fait, c'est de former des éducateurs. Il y en a un autre qui va faire ça, c'est le rabbin Paul Rothman, qui était mon madrir au Bnei Akiva. À Varsovie, Korczak va consacrer, pas seulement dans l'orphelinat, mais dans le ghetto, beaucoup de temps à l'éducation. On va vraiment continuer à éduquer jusqu'au dernier moment. Une des plus grandes résistances va être la résistance spirituelle. Si les EI ont travaillé, par exemple, le rabbin Chili, qui était aumônier militaire, avait la possibilité de rentrer dans certains camps. Donc, il y avait des possibilités en zone sud. En Pologne, pareil, une des premières buts de la résistance, c'est de garder l'éducation. On continue. Par exemple, à Prague, dans le ghetto de Varsovie, d'après le rapport du Ringelblum, les archives du ghetto de Varsovie d'Emmanuel Ringelblum, quels étaient les bouquins les plus lus dans le ghetto? Il n'y avait pas beaucoup de livres. Il y avait La chèvre de M. Seguin, ce qui paraît bizarre.
oui, pas toutes les histoires finissent bien. On enseignait aux enfants à comprendre qu'il y a des situations difficiles. Et là, le livre de Daudet dans le ghetto de Varsovie nous a aidé à expliquer que pas tout le monde va s'en sortir et qu'il y a des histoires qui finissent mal. Mais d'un autre côté, un des livres les plus connus était Le cœur de Edmondo de Amicis. Il y a un petit garçon qui s'appelle Marco avec un petit singe qui sauve le monde entier. Oui, vous les enfants, vous les jeunes, vous pouvez encore sauver le monde entier. C'est comme le Club des 5 ou un truc comme ça. On donnait de l'espoir aux enfants. Il y a une éducation extrêmement grande. Rester un bon camarade, rester un bon juif, rester un bon être humain, ne pas perdre toutes les valeurs que les Allemands veulent qu'on perde. On continue. Dans le ghetto de Prague, à Terezín, à côté de Prague, il y a un éducateur qui est prof de sport qui s'appelle Freddy Hirsch. Lui va créer un système éducatif dans le ghetto de Terezín. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Peter Gins, qu'on voit ici, qui était fou de Jules Verne, qui a fait un journal pour enfants dans le ghetto. Comme il était fou de Jules Verne, il a dessiné un dessin où on voit la Terre vue de la Lune. Il était fou de fusées, d'étoiles. Et quand Ilan Ramon, Zichrono Livracha, le premier astronaute juif est parti, il a pris avec lui un dessin fait par Peter Gins pour réaliser le rêve d'un petit enfant qui est mort à Auschwitz. Frédéric et Peter Gins vont mourir à Auschwitz. Mais jusqu'au dernier moment, il faut éduquer. Freddy Hirsch, quand il va arriver à Auschwitz, il ne va pas mourir tout de suite. Les gens du ghetto de Terezín vont être gardés 6 mois. Pourquoi? Parce que la Croix-Rouge s'est intéressée à ce qui se passe à Terezín. Donc, on ne les tue pas tout de suite, on les tue 6 mois après leur arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois? Eh bien, il va faire une école. Une école à Auschwitz, dans le bloc de 31 du camp des familles. On a regroupé les papas, les mamans et les enfants. Et il y a un bloc qui va servir d'école à Auschwitz. Qu'est-ce qui reste à l'homme qu'on lui prend tout? Continuer à enseigner. Continuer. Ça, c'est une des plus grandes résistances, la résistance spirituelle. On continue. Ensuite, quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, les EI, pas seulement, tous les mouvements de jeunesse, les mouvements de jeunesse sionistes, le Brit Halutzim Datim, qu'on appelle le Bnei Akiva, la Shomer al-Saïr, le Dror Rabbonim, et ainsi de suite, ils vont créer tout un réseau de faux papiers pour donner une nouvelle identité aux gens, notamment en France, bien sûr. Il faut donner des fausses identités. Donc, un des plus grands travaux de la résistance, c'est de faire des faux papiers. On continue. Par exemple, à partir du moment où commencent les grandes déportations, on ne peut plus garder les enfants qu'on a cachés dans les maisons de Lozé. Alors, pourquoi les enfants? Parce que c'est plus simple de cacher les enfants que les parents. Et il fallait convaincre les parents qui donnent leurs enfants pour qu'on puisse les cacher, peut-être les faire passer en Espagne et en Suisse. Il va y avoir des réseaux incroyables de faire passer, de sauver le plus d'enfants possible. L'idée dans tous les pays, c'est de sauver le plus d'enfants possible. Les personnes plus âgées ou les parents étaient beaucoup plus compliqués à faire passer en Suisse. Et donc, on faisait passer d'abord, le plan était de sauver les enfants. C'est une décision très difficile à prendre. Un des responsables était Georges Loinger, qui est mort en décembre 2018 à l'âge de 108 ans. Il était prof de sport, on le voit là, dans une des maisons de Lozé, dans le sud de la France. On a mis plein de réfugiés juifs, bien sûr les enfants. Et lui, il était prof de sport. Et lui, il va organiser des réseaux pour faire passer tout le monde, notamment en Suisse, un peu en Espagne, mais surtout en Suisse. On continue. Notamment, il y avait des mélavotes, qu'on appelle les accompagnatrices. Une qui était connue, qui s'appelle Colibri. Tous des ados, des 16 ans, 17 ans, 18 ans, un peu plus, un peu moins. Vivette Samuel, Nina Cohen-Wolf et Denise Carasso, qu'on appelle Colibri au CI. Elles vont accompagner les enfants jusqu'à la frontière. Elles mettent une croix, on est sur elles, on va faire semblant d'être une colonie ou quelque chose. Et ils ont sauvé beaucoup d'enfants. Une qui est plus connue, on va voir après, la photo d'après, s'il te plaît.
Alors, par exemple, Georges Loinger, il est très connu en Israël et il a une nièce qu'on voit ici au milieu qui s'appelle Yardena Arazi, qui est une des plus grandes chanteuses israéliennes. Mais un autre neveu à lui, c'est le mime Marcel Marceau, Marcel Manger. Lui, il était membre de la résistance juive communiste et il a sauvé beaucoup de gens. Et après la guerre, il a enseigné. Je lui ai demandé, j'étais son élève. Il venait de donner des cours au mouvement de jeunesse en France. Et je lui ai demandé pourquoi tu fais du mime, pourquoi tu ne parles pas. Et il a dit, Shlomo, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de mots. Donc, il est devenu pantomime. Et il a joué un rôle très grand dans le sauvetage des enfants. Un des deuxièmes buts de la résistance, c'est sauver le plus d'enfants possible. On continue, s'il vous plaît. La photo d'après, c'est Marianne Cohn. Alors, Marianne Cohn est très connue. Elle est également des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Elle va mourir à l'âge de 20 ans à Annemasse. Elle va faire passer des enfants en Suisse. Elle va être prise par la milice française, mise en prison. Le maire de Annemasse, Jean Defoe, qui est juste parmi les nations, qui était membre de la résistance à ce moment-là, lui a fait passer un petit mot, on va te faire évader. Ne t'en fais pas, on était déjà en 1944. C'est vraiment quelques mois avant la libération. Et elle dit, non, je ne m'évade pas, qui c'est qui va s'occuper? Elle était avec une vingtaine d'enfants. Elle a refusé de s'évader. Finalement, la milice française, les collabos de France l'ont décapitée. Elle est morte et on a retrouvé dans la poche d'un des petits garçons qui était avec elle une chanson, un poème qu'elle a écrit qui s'appelle « Je travaillerai demain, pas aujourd'hui ». Vous pouvez me torturer, je ne dirai rien. Demain, peut-être, je parlerai. Aujourd'hui, je ne travaillerai pas. Et elle est connue, beaucoup de groupes d'ECI portent son nom, Marianne Cohn. On continue. Un des plus grands travaux faits par la résistance, c'est de trouver les justes parmi les nations. C'est un des travaux des mouvements de jeunesse et de la résistance, c'est de chercher qui va nous aider, qui dans le monde non juif va nous aider. Et c'est bien sûr, il faut trouver les gens qui sont prêts. Donc on va voir tel curé, tel. Alors il y a le centre du Chambon-sur-Lignon, qui est un village protestant, où le pasteur André et sa femme Magda Trocmé, avec le village, tout le village va sauver à peu près 5000 juifs, dont 1000 enfants. Et un des travaux qu'on fait jusqu'aujourd'hui, je suis président de Halomim, les enfants cachés en France pendant la Shoah, en Israël, l'agression israélienne. Un des travaux, c'est de retrouver quels sont les justes qui nous ont aidés. Il y a à peu près 4000, un peu plus de 4000, 4500 justes de France qui ont aidé les Juifs. Mais il fallait les trouver, il fallait établir un contact avec eux, être sûr. Et ça, c'était aussi un des rôles de la résistance, de mettre en contact des gens extraordinaires, des familles bien. Quand on a dispersé tous les enfants des maisons de Lozé, par exemple, il y a la même chose en Pologne. Il y a la même chose en Lituanie. Il faut trouver des gens qui sont prêts à aider les Juifs, et ce n'est pas évident du tout. Et ça, c'est un des rôles de la résistance. On continue. Alors, je vais terminer avec quand est-ce que les Juifs vont se battre. Les Juifs, finalement, vont se battre relativement très tard. Le premier but, c'est de sauver les enfants, c'est de sauver les livres, de sauver l'éducation, de sauver des gens réellement, de cacher. Quand est-ce qu'on va se battre? Alors, en France, c'est à peu près en 1944, où des groupes juifs, entièrement juifs, hein, notamment des FFI, bien sûr, il y avait aussi la main-d'œuvre émigrée, la MOI, d'obédience communiste, et en 1944, ces gens-là vont commencer à se battre. Il y avait des actions bien avant. Par exemple, mon oncle, Marcel Hainor, le petit Marcel, le frère de ma maman, lui, il était communiste, il était chef des jeunesses communistes pendant la guerre, il était résistant. Alors, il faisait un parti à partir de 1941, il faisait partie d'un groupe qui devait assassiner des officiers allemands. Il avait un revolver, ils étaient un groupe de 3, il y avait un revolver et il devait faire en sorte de tuer des grands collaborateurs français
ou des nazis. Mais la majorité de la résistance au début, c'est sauver les livres, sauver l'éducation, sauver les enfants, sauver les familles, trouver des justes. Quand est-ce qu'ils commencent à se battre? En 1944. Alors, les Zéhi, par exemple, ils avaient créé l'armée juive. Il y avait quelque chose qui s'appelait l'armée juive. Ils étaient intégrés chez les gaullistes. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'ils ont libéré la ville de Castres et de Mazamet. Et quand ils ont libéré, je vais terminer avec ça, quand ils ont libéré la ville, ils ont fait prisonniers des centaines et des centaines d'Allemands. Ils n'avaient pas le droit de les toucher parce que les Américains ont dit qu'ils veulent interviewer les services américains veulent interviewer chaque soldat. Alors, comment on se venge, comment on fait? Alors, il y a un des Zéhi qui a sorti sa Magen David, est passé devant chaque soldat allemand et a dit, regarde, ich bin Jude, je suis juif, tu as été battu par un juif. Mais en gros, les juifs se sont battus sur tous les fronts, sur le front spirituel. Des rabbins ont joué un rôle extraordinaire. Bon, je parle beaucoup du rabbin Chili, il y en a beaucoup d'autres, Léo Kohn, il y a le rabbin Léo Ansbacher, dont malheureusement un des descendants a été assassiné, Orit Ansbacher, il y a quelque temps. Et lui, il a fait la Haggadah de Gurs, il a fait le Pessah dans le camp de Gurs. Donc, il y avait une résistance spirituelle, sauver les livres, sauver l'éducation et se battre les armes à la main. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Je pense que j'ai fait plus ou moins le temps qu'il fallait. Voilà à peu près la présentation que je voulais faire sur les différentes formes de résistance juive. Merci beaucoup, Shlomo. Toujours un plaisir de t'écouter. S'il y a des questions, vous pouvez par le chat poser vos questions ou même ouvrir votre micro. Moi, j'ai quand même une question. Tu as parlé de toutes ces formes de résistance. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur ces rescapés, les gens qui sont rescapés de la Shoah? Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'on a des statistiques? Ceux qui vont rester en Europe, ceux qui vont aller aux États-Unis, ceux qui vont aller en Israël? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, une grande partie des survivants veulent partir en Israël. Ils n'ont plus confiance en rien. En plus, le régime communiste commence à fermer les portes de plus en plus. Et malheureusement, les Britanniques ont fermé les portes d'Israël, ce qu'ils appelaient la Palestine britannique. Et la grande majorité des survivants veulent venir en Israël. Un des survivants m'a dit, quand je lui ai dit, mais pourquoi il voulait absolument se battre dans la guerre d'indépendance. Je vous ai dit qu'à peu près 2/3 des gens qui sont battus dans la guerre d'indépendance viennent de la Shoah. J'ai posé la question à un d'entre eux, mais pourquoi tu es venu te battre? Repose-toi, tu as perdu toute ta famille. Et il me dit, un jour dans ma vie, je peux me tenir debout, je peux me battre pour ce que j'ai droit et pas être un esclave ou un paquet qu'on cache de droite à gauche. Donc une grande partie voulait venir. Il y a une autre partie qui est partie en Amérique ou en Australie. Ceux qui sont partis en Australie, je me rappelle, j'avais interviewé quelqu'un, il croyait plus en rien, il n'avait plus aucune idéologie et il avait dit je vais aller loin. Donc il est parti en Australie parce que l'Australie est loin de tout. Donc, mais une grande partie d'entre eux voulaient absolument rejoindre la terre d'Israël. Et il y avait très peu de gens qui ont dit on va reconstruire les communautés de Pologne. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On est 75 ans après. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus rien à reconstruire. Et on ne croyait plus en l'Europe, en rien du tout. On n'avait confiance en personne. Alors, il y a des gens qui sont venus en France, il y a des communautés qui ont été recréées. Mais une grande partie des survivants ont vraiment voulu venir en Israël. Merci beaucoup, Shlomo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, peut-être? Non? Alors, encore une fois, merci. Vraiment, merci, Shlomo, d'avoir été avec nous. J'aimerais finir notre soirée par un petit texte de Loulek. J'imagine que vous connaissez tous. Bon, là, on le voit à l'envers à cause de la caméra. Le Rav Israël Meir là-haut. Un petit texte de son livre. Et on finira par la tikva.
Il raconte qu'il est à Écouis et il y a un copain qui s'appelle Aaron qui s'adresse aux gens face aux enfants. Et il dit comme ça. Avant de m'asseoir, j'aimerais ajouter encore un mot. Jusqu'à mes 19 ans, quand la guerre a éclaté, j'ai eu le temps d'étudier le Tanakh et même le Talmud, dans ma ville natale, en Pologne. Je viens d'une famille sioniste religieuse et mes parents tenaient à ce que j'apprenne quelques extraits par cœur. Cela fait 6 ans que je n'ai pas vu un Tanakh, ni même un seul membre de ma famille. J'ai presque tout oublié, mais je me rappelle un passage qui m'a accompagné pendant ces 6 années de guerre. Et celui-ci, je ne l'oublierai jamais. De quel passage s'agit-il? Voici ce qu'il va nous dire. Ce passage est tiré du livre de Ézéchiel. La main du Seigneur se posa sur moi. Il me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée. Laquelle, cette vallée-là, était pleine d'ossements. Il me fit avancer près d'eux, tout autour. Or, il y avait un très grand nombre de surfaces d'ossements desséchés dans cette vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces ossements. » Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur d'Israël. Voici que je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai de peau, puis je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez. Vous vivrez, car je suis l'Éternel. Il continue la prophétisation continue. Et voici par quoi finit Aaron dans ce texte-là. Aaron acheva de citer du tréfonds de sa mémoire les versets du prophète en hébreu, en frappant sa poitrine, et il dit avec emphase, « Les amis, nous sommes les ossements desséchés. Jusqu'à ce jour, nous n'étions que des ossements. Ici, à Écouis, on s'occupe de nous, et nos ossements se joignent à nouveau, les uns aux autres. Le corps commence à reprendre une forme humaine, mais nous n'avions toujours pas reçu l'esprit qui puisse nous faire revivre. Jusqu'à cet instant, quand nous avons commencé à pleurer à nouveau. L'Europe est mon cimetière. Dieu a dit au prophète Ézéchiel qu'il ouvrirait à nouveau les tombes pour nous extraire de ce charnier et nous ramener en terre d'Israël. C'est là-bas que nous irons. C'est cette terre d'asile que nous avons choisie. Voilà le texte que je voulais partager avec vous en ce soir de Yom HaShoah. Et je pense que le message qu'on a pu voir à travers Ida Ackerman, à travers le Rav Ackerman et même à travers Shlomo, c'est toujours cette espérance, cette forme de résistance et surtout cette volonté de revenir à la vie, de toujours vivre, de revenir vers Israël et comme disait Madame Ackerman, d'être reconnaissant face à l'Éternel du fait qu'aujourd'hui, on a un endroit de refuge, on a cette terre, on a Eretz Israël, plus qu'Eretz Israël, on a Medinat Israël. Pour finir, on finira avec la Tikva, même si on l'a déjà chanté, comme j'ai dit, la Tikva, l'espérance. C'est ça, souvent, quand on guide en Pologne, alors on se pose la question, mais comment ils ont tenu ces gars-là? Alors là, il nous dit, pendant 6 ans, il a pensé à ça. Mais Shlomo et les autres guides qui m'ont appris à guider nous racontent qu'est-ce qui les a fait tenir, c'est qu'ils avaient une mission, ils avaient quelque chose. Ça m'échappe, Shlomo, là, comment il s'appelle, notre ami, le psychologue, le psychiatre, logothérapie. Aide-moi, Shlomo. Victor Frankel. Voilà, Victor Frankel. Victor Frankel, quand il est sorti des camps, il a expliqué qu'en fait, une grande majorité des gens, comment ils ont été sauvés, c'est parce que dans la tête, ils avaient une mission. Par exemple, Loulek, son frère Naphtali, raconte dans le livre que le père du Rav là-haut a dit à Naphtali, tu as une responsabilité, tu dois sauver ton frère. Et donc, c'est ça finalement qui a fait en sorte que tout le monde, qu'il est sorti parce qu'il avait une mission. Voilà, j'ai trop parlé. On finit avec la Tikva. Simon et Aaron, vous êtes
inviter à nous chanter une dernière fois cette Tikva. Alors, on chante tous ensemble les Hashem. תודה רבה.